Alors, bonjour chers collègues. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de l'évaluation. J'ai intitulé cette petite présentation l'évaluation à l'ère scientifique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Claude Germain, dans l'un de ses ouvrages, il intitule un des chapitres l'ère scientifique. C'est-à-dire pour lui, le XXe siècle est à considérer comme l'ère scientifique en matière de pédagogie, sur tous les domaines. Donc tout ce que nous faisons est éclairé par les découvertes scientifiques. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir si l'évaluation résiste à cette épreuve de fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation? Cette première diapo, je l'intitule ébauche des définitions. Ébauche parce que, bon, une définition, on n'en finit jamais de définir. Et puis, selon qu'il y a des auteurs, il y a autant de définitions. Moi, je me suis référé ici à un document que j'ai trouvé chez un ami à Toronto. Faire croître les succès, c'est pour le ministère de l'Éducation de l'Ontario, où on définit l'évaluation comme étant un processus qui vise à dresser le portrait exact du progrès atteint par un apprenant dans une matière donnée. Bon, portrait exact. Est-ce qu'on peut y arriver? Je ne sais pas. Ils distinguent dedans ce qu'ils appellent l'évaluation diagnostique au début de chaque session ou de chaque cursus, puis l'évaluation formative et sommative en continu tout le long de l'apprentissage et l'évaluation sommative finale. Donc vous comprenez que dans tous les cas, l'évaluation est au service de l'apprentissage. Au début, on voudrait avoir une idée sur l'apprenant, puis après, au cours de la session, voir si l'apprenant est en train d'évoluer selon nos prévisions, sinon on change les fusils d'épaule, et à la fin, on essaie de voir si les objectifs ont été atteints. Voilà. Bien. En matière d'évaluation, j'ai constaté qu'il y a deux grandes écoles qui s'affrontent. Il y a ce que l'on peut appeler l'école pyramidale et puis l'école universaliste. Qu'est-ce que c'est qu'une vision pyramidale de l'évaluation? Alors, pour les tenants de cette vision, de cette école, ils considèrent que l'intelligence est inégalement répartie. Voilà. On a des gens que l'on peut considérer comme des idiots. C'est ceux-là dont le quotient intellectuel est inférieur ou égal à 50. Puis il y a des imbéciles dont le quotient intellectuel aussi entre 50 et 70. Puis entre 70, 80 et 100, 115 pour d'autres études. Là, on a la grande majorité, c'est-à-dire 70% des gens qui ont une intelligence normale, si vous voulez, passez-moi ce terme. Et après ça, bon, il y a des gens qui ont une intelligence extrêmement développés, que l'on appelle des génies, qui sont au-delà de 115, ils peuvent aller jusqu'à 150 ou même plus pour certains d'entre eux. Voilà une première vision. Puis, il y a une deuxième vision, une deuxième école, que l'on appelle l'école universaliste.
qui considèrent que l'intelligence est la chose du monde la mieux partagée. Voilà, et là je peux vous citer. Pour la première école, je me réfère ici à la courbe de Gauss. Gauss, c'est un statisticien français, d'origine allemande, je crois, qui a vulgarisé cette pensée-là. Puis l'école universaliste, c'est celle défendue par des grands professeurs comme Howard Gardner de Harvard. Je vous recommande d'ailleurs, si vous le pouvez, de lire son ouvrage Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence. C'est sorti en 1983. C'est un livre qui avait bouleversé à l'époque toutes les idées reçues. Ouais, on parlait des gens qui sont intelligents et d'autres qui ne le sont pas. Et là, il arrive, il dit non, il y a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique, intrapersonnelle, interpersonnelle, ainsi de suite. C'était un tremblement de terre, si vous voulez. Une remise en question totale de ce à quoi on s'attendait, ce que l'on professait à l'époque. Il y a d'autres, tels que Jean-François Michel, lui qui parle des profils d'apprentissage. Chacun a son profil d'apprentissage. Alors, tout ceci vient bouleverser un peu les conceptions que l'on avait à l'époque. D'ailleurs, une petite anecdote, vous savez que quand on parlait des différents quotients intellectuels, quand on mesurait les QI, c'est ce qui est vraiment drôle, eh bien, on faisait un test. Il y a des tests de Simon et Binet, ainsi de suite. Eh bien, c'était quoi? C'était des questions sur les mathématiques et le français. C'est tout. Et les autres formes d'intelligence, on n'en prenait pas compte. Voilà. Alors, selon que l'on appartenait à l'école universaliste ou pyramidale, on avait une vision de l'évaluation qui était diamétralement opposée à l'autre. Parce que pour les universalistes, ils se posent la question. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant, et j'aime beaucoup l'image, un éléphant, un singe, un poisson rouge, un phoque, un pingouin, qui se retrouveraient au pied d'un arbre, et à qui un monsieur qui est assis sur sa chaise demanderait, dans 2 heures, de se retrouver tous au sommet d'un arbre. Et il ajoute, et ça c'est très drôle, ironique même, il dit « afin d'assurer une sélection juste et correcte, la consigne sera la même pour tous. » Vous vous imaginez un poisson au sommet d'un arbre? Est-ce que c'est ça, être juste avec tout le monde? Une sélection juste et correcte? Quelqu'un, imaginez, moi j'avais une étudiante, à force de l'observer, elle avait une intelligence interpersonnelle. Elle apprenait au contact des autres. Une telle étudiante, vous l'obligez à passer son évaluation seule, sans rien dire, et vous pensez que cette sélection-là est juste et correcte. C'est vraiment discutable. De l'autre côté, les tenants de la vision pyramidale, et ils disent que
remettre en question l'évaluation telle qu'elle est conçue de façon traditionnelle, vouloir supprimer les examens, comme vous les appelez, et leur verdict pour éviter toute injustice, ce n'est pas supprimer l'évaluation, c'est la repousser. Parce que l'emploi et la vie en général va s'en charger et de façon plus aveugle, plus irréparable que l'école. Est-ce qu'on les veut vraiment? Vous voyez, il y a donc ici deux visions, chacune ayant des arguments tout à fait défendables, mais on oublie une chose. Quand on fait passer une évaluation, est-ce que on est sûr d'être objectif? D'abord dans la construction du questionnaire. Parce que moi j'ai déjà vu des évaluations qui faisaient appel à une seule forme d'intelligence ou de mémoire. Est-ce que cette évaluation-là est objective? D'ailleurs, le terme d'objectivité, parce que je l'entends deux fois, c'est un terme qui est complètement dépassé. Dans les milieux des experts, on ne l'utilise même plus. Comment voulez-vous être objectif alors que vous êtes vous-même changeant d'un moment à l'autre? Ce que moi j'étais ce matin est différent de ce que je suis maintenant. L'état dans lequel je me trouve maintenant peut être favorable ou défavorable à la correction d'une copie. Que faire alors de cette différence d'humeur ou d'état d'esprit qui peut influer sur la correction d'un travail? Voilà pourquoi j'ai vraiment beaucoup d'admiration et de respect pour les responsables du ministère qui ont une position synthèse sur l'évaluation que j'apprécie beaucoup. Et ce n'est pas comme ça par fanatisme aveugle, hein. C'est parce que leur vision répond et en harmonie, si vous voulez, avec ce que les études démontrent aujourd'hui. Par exemple, si vous lisez le professeur Éric Préra dans Propos sur l'enseignement, à la page 364 et 365, eh bien, cet éminent professeur de philosophie de l'éducation dit ceci. Le parcours scolaire de l'élève, redoublement, orientation, option, etc., les décisions relatives à ces domaines doivent appartenir de droit à la famille ou à l'élève si ce dernier est majeur, ce qui est notre cas au ministère. Nos étudiants sont des majeurs, des gens responsables. L'institution peut, sur ces questions, avoir un rôle de conseil, bien évidemment, cela va de soi. Cependant, elle ne saurait décider en lieu et place des familles ou de l'élève, au nom d'un prétendu avenir de l'élève qu'elle serait mieux à même de percevoir. Ça, c'est un professeur spécialiste de philosophie de l'éducation, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de penser notre métier. Voilà sa position. Et lorsque vous voyez ce qui se passe au ministère, vous vous rendez compte que c'est conforme à la pensée des grands philosophes comme Éric Préra. Et pour voir si le ministère est sur la bonne voie, si ce professeur est sur la bonne voie, qu'en disent les neurosciences? Eh bien, les neuroscientifiques disent ceci. Le fait de tester régulièrement ces connaissances, que les anglophones appellent retrieval practice,
est l'une des stratégies pédagogiques les plus efficaces. Se tester régulièrement maximise l'apprentissage à long terme. Le simple fait de mettre à l'épreuve sa mémoire la rend plus forte. C'est l'effet direct des principes d'engagement actif et des retours sur l'erreur. Passer un test oblige à se frotter au réel et à se rendre compte de ce qu'on ne sait pas. Si vous lisez Stanislas Dehaene dans Apprendre, eh bien, c'est vraiment très intéressant. Et là, je vois ce que nous faisons au ministère. Vous remarquez que tel ou tel apprenant a des difficultés, eh bien, vous l'accompagnez par des rencontres lors des heures supplémentaires. Si vous remarquez vraiment que ça ne va pas, alors, à la 8e semaine, lors des réinscriptions, eh bien, vous expliquez à l'apprenant. Vous aurez d'ailleurs été tous témoins des efforts fournis les uns comme les autres jusqu'à la 8e semaine, et le plus souvent, vous tombez tous d'accord sur le fait que l'étudiant doit reprendre. Si vraiment l'étudiant n'est pas d'accord, eh bien, vous pouvez le laisser passer parce que chaque apprenant a son rythme propre. On n'a pas tous le même rythme. C'est que moi, je peux maîtriser en 2 semaines, eh bien, un autre collègue peut le maîtriser en quelques minutes. C'est ça les différences interindividuelles. Chaque être humain, chaque apprenant, c'est une espèce à part. Et il faut en tenir compte. Donc, vous constatez comme moi que la position médiane du MIFI est fondée sur les neurosciences, en donnant la prépondérance à l'évaluation formative et sommative en continu. À la fin de chaque session, nous avons l'obligation de tenir compte de l'ensemble du travail de l'apprenant. Et ça, j'aime beaucoup cette latitude qu'on nous laisse. Parce que il faudra savoir que l'évaluation sommative finale, si on devrait vraiment respecter cela religieusement, que ce serait contraire à l'apprentissage. Parce que là, on prendrait un peu comme une photo, hein? Un jour J, à l'heure H, minute M, seconde S, et on dit, ah, voilà le portrait de l'étudiant. C'est contraire à l'apprentissage. Ce serait figé dans le temps l'apprentissage. Or, l'apprentissage n'est pas figé. L'apprentissage est dynamique. Voilà pourquoi nous devons accorder beaucoup d'importance à l'évaluation formative et sommative en continu. Parce qu'encore une fois, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, eh bien, 2 semaines après, je l'aurais parfaitement compris. Pour la petite anecdote, je me rappelle une fois, une de mes étudiantes avait échoué, entre guillemets, à une activité. Alors, elle vient me voir à la fin du cours. Monsieur le professeur, est-ce que vous me permettriez de reprendre mon travail? Pas la même activité, mais une autre activité. Donne-moi un autre travail, je vais le faire. Parce que maintenant, je trouve que j'ai compris. Et si ça ne te dérange pas, j'aimerais le faire tout de suite. Comme ça, tu ne vas pas te dire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça pour moi à la maison. Je dis, ah bon? Tu es sûr? Il dit oui. J'ai dit, bon, ok. Je lui ai donné une autre activité. Moi, j'en ai profité pour faire mes préparations et mes lectures personnelles. Elle a travaillé. Je vous assure, en moins de 30 minutes, elle a fait un travail formidable. Elle est venue me le déposer. Il dit, monsieur, lisez tranquillement et puis après, on pourra en parler demain.
J'étais très heureux de ça. Donc, vous voyez, on peut comprendre 1 minute après avoir échoué. Voilà. Je voudrais ajouter ici une autre preuve, si vraiment on en a besoin, c'est que quand on lit les documents de Agir pour interagir, on a toujours, malheureusement il ne s'ouvre pas, il y a une rubrique intitulée auto-évaluation. Mes chers amis, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos dans lesquelles je vous montre la pertinence de la scientificité du matériel Agir pour interagir. Donnez-moi un seul matériel dans lequel il y a cette rubrique-là, auto-évaluation. Je trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Parce que quel est notre objectif en apprenant le français à nos étudiants? C'est qu'ils soient autonomes demain, qu'ils soient capables de s'intégrer en milieu de travail et être autonomes, qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes. C'est ça notre objectif. En précisant, en prévoyant cette étape d'auto-évaluation, eh bien, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que nous faisons, vous et moi? Nous nous auto-évaluons tous les jours. Je dois faire ma planification. Avant de la remettre à ma conseillère pédagogique, qu'est-ce que j'ai fait? Je vérifie d'abord moi-même si elle est conforme aux exigences. C'est ça que nous faisons tous les jours. Eh bien, en permettant à nos étudiants de s'auto-évaluer, et cela à chaque activité d'agir pour interagir, eh bien, on ne peut pas les préparer mieux à la vie à travers cette activité. Oui, parfait. La dernière diapo, je l'ai intitulée Prospective et bibliographie sommaire. La question que je me pose, de quoi demain sera-t-il fait en matière d'évaluation? Sinon, c'est que nous avons déjà comme prémisse à travers le matériel Agir pour interagir. C'est-à-dire, les étudiants doivent être capables de s'évaluer eux-mêmes parce que c'est ça qu'ils feront dans la vie de tous les jours. Il y a des pays qui ont déjà compris cela en supprimant ou presque les évaluations. Et cela pour diverses raisons. Je vous ai parlé de manque d'objectivité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça ne souffre d'aucun doute. Il y a un manque criant de plusieurs variables qui entrent en ligne de compte lorsque on évalue. La construction du questionnaire. Est-ce que votre questionnaire respecte des principes taxonomiques en matière d'évaluation? Ce sont des questions que l'on devrait se poser. Oui, c'est pour cette raison que des gens comme Jacques Tardif, un grand professeur de l'université de Sherbrooke, je crois qu'il doit être à la retraite maintenant, pour lui, l'évaluation doit être transférée en main des apprenants. Par exemple, quand on fait un projet, à la fin, lui il dit ceci: quand vous devez corriger le projet d'un apprenant, eh bien vous allez le frustrer. Laissez-le corriger son travail lui-même. Proposez-lui une grille d'évaluation à l'image de ce que nous avons dans le matériel Agir pour interagir. Et il doit cocher lui-même les cases. Ah non, là j'ai vraiment progressé, là je dois encore apprendre. Et méfiez-vous, ils sont d'ailleurs beaucoup plus durs avec eux-mêmes que nous le serions à leur place.
Oui, c'est un psychopédagogue, M. Jacques Tardif. Quand un psychopédagogue utilise le terme de frustration, il n'a pas le même sens que celui que vous et moi on peut avoir. Nous devrions donc l'écouter. Bref, si vous voulez une évaluation positive, motivante, au moteur, eh bien, il faudra ce que l'on appelle dans le jargon un travail en réseau, où enseignants et apprenants sont obligés de collaborer dans un climat de confiance mutuelle. Mon ami, je trouve que là, tu dois encore travailler beaucoup parce que ceci ou cela ne marche pas encore. Et là, l'apprenant, conscient de ce qui lui reste à apprendre, eh bien, il va très naturellement accepter ce que vous allez lui présenter comme solution à son problème. Donc voilà un peu grosso modo ce que je voulais partager avec vous sur l'évaluation. Moi j'ai grandi dans un système pyramidal et je vous assure qu'il n'y a rien de plus terrifiant, terrorisant que de faire échouer un apprenant qui a la volonté d'apprendre. Je vais terminer par les propos de l'un de mes professeurs de français d'ailleurs, au début du secondaire. Pour lui, dès qu'il posait une question, d'ailleurs avec des méthodes tout à fait brutales, il arrivait un matin, concordance de temps. Comme ça tombait du ciel. Aujourd'hui, c'est la concordance de temps. Mais ça vient d'où ça? Non. Et si vous n'étiez pas capable de répondre correctement à une question, eh bien, écoutez ce qu'il disait. Eh bien, messieurs, vous vous êtes trompé de porte. Votre place n'est pas ici. L'étude du français, la langue française n'est pas faite pour tout le monde. Vous voyez, c'est de la terreur pratiquement. Nous, notre objectif, c'est de ramener les gens vers l'amour de la langue française, qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils puissent poursuivre l'apprentissage de la langue française même après les études. Moi j'aime beaucoup, et je vais finir par là, un jour je sortais de ma classe et puis je vois une étudiante qui court derrière moi, qui dit « Ah monsieur, il y a une dame qui voudrait te voir. » Je dis « Ah bon? Pourquoi? » Je dis « Ah non, c'est pas. » J'attends, je me tourne. C'était une de mes anciennes étudiantes. Elle dit « Oh, madame, ça va? » Je dis « Oui. »« Oh, excusez-moi, professeur, j'ai quelque chose à vous montrer. » Moi, j'ai dit « Mais quelque chose de quelle couleur? » Eh bien, tenez-vous bien. Elle sort de son sac sa carte de bibliothèque municipale. Elle me dit « Monsieur, depuis notre cours jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais abandonné la lecture parce que tu m'as donné l'amour de la lecture et j'y vais toujours avec mes 2 enfants. » Voyez, elle continue à apprendre. Elle continue à aller puiser à la source, comme c'est que nous faisons vous et moi. Merci beaucoup. À la prochaine.